Bonjour Tia, Salut Sabrina. merci infiniment d'avoir accepté d'être interviewée sur mon podcast Oser, briller, inspirer. Évidemment, tu ne pouvais que faire partie des invités. Mais c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. Je suis honorée de faire partie de cette sélection. Euh, on va commencer par une présentation. Qui es-tu, Tia? Question toujours très compliquée. Mhm. Alors, je suis Cynthia pour commencer, mais c'est vrai que sur les réseaux, on m'appelle Tia. Et c'est marrant parce que je sais qu'on ne me connaît pas quand on m'appelle Tia. Par exemple, dans la rue, quand on m'appelle Tia, je sais que c'est quelqu'un qui me connaît des réseaux. Parce que personne dans mon entourage ne m'appelle Tia. D'accord. Donc il y a toute une pan de la population qui t'appelle Tia et tu sais que c'est pas des gens qui te connaissent de la vraie vie, qui te connaissent des Exactement. réseaux. Ok. Exactement. Donc, ça, c'est plutôt marrant. Donc, je suis née dans les années 80. Je trouve ça plutôt chouette de le préciser parce que quand je vois l'évolution des choses, je me dis c'était quand même cool. Alors, bien sûr, tout n'était pas parfait. Ok. Mais en tout cas, mon enfance, mon adolescence, dans les années 80-90, je trouvais ça chouette quand je compare à aujourd'hui. Je suis née en région parisienne. Mes parents sont martiniquais, les deux. J'ai grandi avec une maman célibataire, une maman extraordinaire. J'ai deux petites sœurs. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai eu 1000 vies, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on va en parler, mais j'ai eu 1000 vies. J'étais destinée à faire des études commerciales, mais bon, l'école, c'est pas mon truc. Donc Ok. voilà. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser très très tôt. Mon premier boulot, je l'ai eu à 14 ans, c'était de la radio. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté de travailler et j'ai compris que j'aimais ça. Je suis carriériste dans l'âme. J'aime bosser, j'aime faire des choses que j'aime. C'est pas donné à tout le monde, mais jusqu'à maintenant, à part quelques fois où bah, j'ai eu des boulots alimentaires comme tout le monde, j'ai quand même la chance de toucher à plein de choses qui me plaisaient. Et je continue sur cette lancée. Puis aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon qui est incroyable. Et cette nouvelle casquette m'a transformée en... je sais pas si c'est vraiment transformé. Je pense que cette casquette a juste amplifié ce que j'étais déjà, c'est-à-dire une femme courageuse, une femme déterminée, une femme avec beaucoup de rêves. Là, j'en ai encore plus parce que j'ai rajouté des rêves avec lui. Et donc voilà pour la présentation qui est définitivement trop longue. Non, c'est jamais trop long, mais je me dis sur quoi vais-je rebondir? Sur quoi vais-je rebondir? Et aussi, en ce moment, on peut dire que tu es auteur. Tu avais déjà écrit Oui, un premier livre. Et oui. là on enregistre, on est début décembre. Tu as un livre qui va bientôt sortir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors j'ai écrit deux livres qui sont totalement différents. Le premier, c'est sur mon métier d'hôtesse de l'air, puisque l'année pendant laquelle on enregistre ce podcast, ben, ça fait 17 ans que je suis hôtesse de l'air. Donc j'ai écrit un premier livre sur comment devenir hôtesse de l'air. Et le deuxième qui est sorti cette année, ben, qui va sortir l'année prochaine, mais qui est en précommande là cette année, c'est sur ma grossesse. Je suis tombée enceinte à l'âge de 40 ans. Et alors que je pensais que c'était quelque chose de totalement naturel en 2025, en faisant mes petites recherches et puis en ayant surtout beaucoup de retours de femmes, j'ai compris que c'était pas si normal que ça pour tout le monde, ce qui est fou quand même. Et donc ce livre parle de ça, avoir un enfant à 40 ans et puis avoir un enfant à 40 ans en étant maman solo, en étant célibataire plutôt. Complètement. On va avoir beaucoup de trucs à dire, mais on a dit que ça durerait 1 heure. J'ai envie de commencer par le début. Moi, enfin, on s'est rencontrés, enfin, je t'ai découverte plutôt, dans un programme de développement personnel dans lequel on est toutes les deux. Je t'ai trouvée tout de suite hyper impressionnante. C'est vrai? Mais de ouf! Alors venant de toi, ça me touche parce que je Mais crois que de, c'est un truc que je pourrais dire te concernant, tu vois. mais de ouf! Hyper impressionnante, vraiment. Et je crois que la première fois que je t'ai vue, j'ai fait, ah mince, c'est vraiment Tia, ok. Respire, ça va aller. C'est Hyper vrai. impressionnante, ouais, hyper impressionnante. Et j'aimerais que tu nous parles de de tes 1000 vies et surtout, qu'est-ce qui relie tout ça, si ce n'est que t'aimes faire ce que t'aimes faire? Ouais, je crois que c'est le fil rouge. J'ai besoin de kiffer. J'ai vraiment besoin de kiffer. Ça, c'est hyper important. Et tu vois, je crois que c'est vraiment ça le fil rouge. J'ai besoin de kiffer. Et d'ailleurs, quand je dis oui à quelque chose, je le dis de bon cœur parce que je sais qu'en quelque part, je vais prendre du plaisir à le faire.
Même si c'est pas un plaisir immédiat, je sais qu'à un moment, je vais prendre du plaisir dans le process. Donc quand je dis oui à quelque chose, je le dis de bon cœur. Et si je sais que je vais pas prendre de plaisir et que ça va rien m'amener, je dis non. Et j'ai aucun souci à dire non. Donc je pense que le kiff, c'est vraiment l'une de mes valeurs importantes. Et, euh, et au-delà de ça, dans tout ce que je fais, j'aime apprendre. J'aime Mhm. apprendre. Donc, c'est dans 99% des cas, ce que je fais, c'est montrer ce que j'apprends. C'est montrer ce que j'apprends. Donc Et la puis transmission après, aussi. Il y ouais, a la transmission. l'apprentissage pour toi et la Et la transmission trans- pour l'autre. Ok. Exactement. Et puis pour montrer que c'est possible. Que c'est possible. Moi, je suis un bout de femme lambda, comme tout le monde. Et j'ai cette capacité à oser faire des choses. Et donc, je me dis, peut-être, de manière vraiment très humble, de montrer aux gens que ben, si moi, en tant que Tia, sans fortune, sans bagage particulier, ben, j'arrive à faire un truc, tu peux le faire aussi. Alors, bien sûr, c'est toujours très facile de mettre cette phrase, mais je pense que l'exemplarité aide à se projeter. Donc, ouais, j'ai envie de croire que j'ai cette mission de transmission, de création de vie rêvée. Mais en fait, je suis obligée de rebondir là-dessus parce que c'est un de nos points communs, il semblerait, ce truc de faire les choses pour montrer à d'autres que c'est possible. Ouais. Le truc de si je peux y arriver, tu peux y arriver aussi, vas-y, on y va. Ouais, parce que tu sais, justement, si je reviens sur le fait que je sois née dans les années 80, la vérité, même s'il y avait des trucs très chouettes, c'est que dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de représentation de femmes comme nous. Tu vois, des femmes racisées, de la minorité visible, entre guillemets, Ah comme si, on appelle dans le ça. sport, Oui, voilà, c'était tu vois, vraiment dans des cases oui, spécifiques, oui, mais tu pouvais pas sortir de cette case-là. Tu exactement. vois, avant, c'était impossible de se dire, bah non, moi, j'ai pas envie d'être sportive, C'est donc ça, je vais être journaliste ou je vais écrire exactement. des livres. Et en fait, avant, c'était pas possible. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, on peut créer ce qu'on a envie, en fait. Et je pense que c'est vraiment important de montrer que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, c'est possible. Ça va être ma question parce que quand on t'écoute là, ça a l'air tellement facile. Tu vois, de passer d'une vie à une autre, de dire aux gens oui facilement, mais de leur dire non quand ça matche pas. Est-ce que ça a toujours été aussi facile pour toi? Alors, c'est marrant parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des choses. Toujours. J'ai une anecdote qui est plutôt marrante et ça, je m'en rappelais plus, mais c'est ma mère qui me l'a rappelé il y a quelques années de ça. On vivait encore en région parisienne. Ma mère, à l'époque, elle avait un groupe de danse. Moi, je voulais être la Kamel Wally de mon époque. Et en fait, ma mère, elle avait un groupe de danse, alors c'était que des adultes qui faisaient de la danse traditionnelle des Antilles en région parisienne et son groupe, franchement, avait un petit succès. Donc, il faisait des tournées dans toute la France, tout ça, mais c'était que des adultes. C'était que des adultes et donc c'est ma maman qui avait créé ce groupe-là. Et en fait, donc ils avaient un chorégraphe, c'était un truc vraiment très professionnel avec un chorégraphe qui créait les chorés, tout ça. Et un jour, répétition. Il montre un pas et aucune des filles n'arrive à faire ce pas-là. Et moi, je suis assise là. J'étais toujours assise près des tambouillés parce que c'était de la musique traditionnelle, donc il y avait des tambours. Mhm. J'adore cet instrument. Et à un moment, je me lève, donc je dois avoir ouais, 6 7 ans. Je me lève et je fais le pas, mais direct. Et en fait, ils ont tous halluciné et le chorégraphe me dit, refais le pas, s'il te plaît. Je refais le pas. Et en fait, il me fait une série de pas et je la fais, mais direct. Et Ok. en fait, c'est là où ils ont compris que j'étais vraiment douée pour la danse. Et à partir de là, j'ai commencé à danser toute seule. Et donc, j'avais 6 ans. Et quelques mois plus tard, réunion avec la mairie. En fait, la mairie avait fait une réunion pour toutes les associations, justement, de la ville. Et ma mère était là. Et ma mère m'avait dit, alors ma mère, j'adore parce que ma mère m'a toujours parlé, je dirais pas comme une adulte parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, elle m'a toujours parlé pour que je comprenne les choses, Mhm. tu vois. Elle avait pas un langage enfantin vis-à-vis de moi. Et là, par exemple, elle m'avait expliqué qu'elle allait à cette réunion-là parce qu'elle avait besoin de subventions, des trucs comme ça.
Et en fait, la réunion se passe et je dis à ma maman, mais pourquoi tu dis pas que tu as besoin d'argent? Pourquoi tu dis pas que tu as besoin d'argent? Mais c'était ça en Puisqu'on plus est le là truc, pour ça, oui. puisqu'on est là pour ça. Et ma maman qui dit, attends, attends, attends. Et à un moment, le maire qui demande s'il y a des gens qui ont des questions, tout ça. Et en fait, ma maman, elle dit rien. Et je pense qu'elle avait, comme il y avait, tu sais, c'était l'une des rares femmes noires de l'Assemblée, tu vois. Donc je pense que elle s'est dit, bon, je vais pas me faire remarquer. Et en Pas fait, là, j'irai peut-être à un autre rendez-vous plus tard, mais là, et devant en tout le fait, monde, non, ouais, quoi. non, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai levé la main pour elle. Ok, quel âge déjà? Je devais avoir 7 ans, tu vois, et j'ai levé la main pour elle. Et donc, elle a finalement, bon, bah, elle a posé la question. Je sais pas si elle a eu la subvention après, je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais elle m'avait dit, tu avais levé la main. Et donc, j'avais pu poser la question. Et donc, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait les choses, j'ai toujours osé. Et, et le truc, c'est que avec le temps, alors petite et adolescente, je voulais faire un truc, je le faisais. Je me posais même pas la question. Tu vois, je veux faire, je fais. Et après, ce qui est marrant, c'est que ben, en rentrant dans la vie active, ça m'a souvent été reproché. Ça m'a souvent été reproché que j'avais peut-être trop d'ambition. Tu vois, le trop d'ambition. À l'époque, Ok, c'était ça. Ouais, t'es trop ambitieuse, tu veux faire trop de choses, tu sais pas te calme-toi un canaliser. peu, c'est ça. C'est Calme-toi un ça. peu. Oui, Et donc, ça m'avait freinée en me disant, bon, si tout le monde me le dit, c'est c'est peut-être pas, que c'est pas comme ça qu'on fait, en c'est fait. ça, tu vois. Et donc, ça m'avait freinée. Et à partir de là, donc à partir de la vingtaine, quand j'avais envie de faire quelque chose, je prenais énormément de temps. Énormément de temps pour le mettre en Mais c'était place. frustrant ou c'était, tu t'es dit, c'est comme ça qu'on fait, donc on va faire comme ça. Ben, en fait, le truc, c'est que je sais pas comment ça s'est produit, mais mon mindset a changé en mode, il faut que ce soit parfait pour que les gens n'aient pas à me dire, tu aurais dû attendre. Parce que au fond de moi, je me suis dit, si les gens me disent à chaque fois, mais tu es trop pressé, machin, c'est peut-être que Mhm. je fais pas bien les choses, justement. Et D'accord. peut-être que ce que je montre, au final, n'est pas assez percutant pour qu'on se dise, ah ouais, top, en fait. Parce J'ai qu'en fait, rien à t'allais dire parce beaucoup que trop vite, alors que si t'avais pris ton temps, on va c'est se rendre ça. compte que le truc est vraiment bien. C'est ça. Ok. Donc après, dans les années, je devais avoir la vingtaine, je prenais énormément de temps. Je voulais toujours faire autant de choses, mais par contre, je prenais énormément de temps. Mais quand je dis beaucoup de temps, je pouvais rester avec une idée pendant un an à me dire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je Ah vais le faire, à ouais. bosser dessus, et voilà. Et puis, honnêtement, je pense que c'est en rencontrant le père de mon fils que c'est revenu, parce que lui, c'est un entrepreneur dans l'âme, il est entrepreneur depuis plus de 10 ans. Euh, et lui, ben c'est j'ai une idée, je fais. Et je Ok. rectifie après. Et donc, c'est à son contact que j'ai recommencé à me dire, OK, ose plus, n'aie pas peur. Et si c'est pas bon, tu rectifies et c'est pas grave. Et aujourd'hui, je recommence à me dire, OK, je suis redevenue cette gamine qui avance. Et puis, si c'est pas bon, c'est pas grave, on va rectifier le tir. Et je pense que ça, je recommence à avoir cette pensée-là depuis 2 3 ans. Mais c'est fou comment la société peut... Enfin, je veux dire, enlever ta nature, mais qui tu Ouais, étais, on t'a dit, mais non, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Et alors que c'est ta manière d'être, en fait, c'est et de ça. faire. Et c'est chouette de pouvoir revenir à ça. Et ça a été compliqué de revenir à ça, ou c'est en observant, euh, comment je dis, ton ex-compagnon? Oui, mon ex-compagnon, c'est ça. Très bien. Mon, C'est en mon ex-mari. observant. Ouais, mon ex-mari. Euh, alors, ça a été beaucoup plus complexe, ça a été beaucoup de pieds au cul de ma part, Ok. d'où le développement personnel. D'où le développement personnel parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avançais pas, D'accord, pourquoi ok. je stagnais, pourquoi, voire même des fois, je régressais, pourquoi je m'auto-sabotais. Pendant très longtemps, je me suis auto-sabotée et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Euh, j'ai beaucoup de facilité pour plein de choses et dès qu'on commençait à me dire, ah, mais c'est trop chouette, j'arrêtais. Mais ça a duré tellement longtemps. Tellement longtemps. Je fais un truc, je le fais parce que je kiffe. Et puis, deux, trois personnes vont dire, ah, mais c'est trop chouette. Et là, J'arrête. t'arrêtes. Mais pourquoi t'arrêtes? Est-ce que, enfin, J'en maintenant, avec sais. le recul, Bah, en fait, c'était la peur du succès. C'était la peur du... d'accord. Alors, la peur du succès et la peur que les gens se disent, mais en fait, c'est une imposture, cette meuf. Parce que Oh, ça, le je connais ça. syndrome de l'imposteur, oh là là, je l'ai encore. Je l'ai Ouais. encore, mais beaucoup moins, même s'il y a encore cette petite voix. Mais pendant longtemps, ça a été, mais si tu perces plus, les gens vont voir que tu es juste une imposture. Donc si on commence à te dire que c'est bien, ça va pas le faire, meuf. Parce, Et parce donc que, j'arrête. parce que les gens vont redécouvrir qu'en fait, c'est du vent. C'est ça, Je connais c'est tellement ça, ça. c'est du fake. Mais comment tu fais? Alors là, ça va être hyper intéressant parce que le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il nous touche toutes à plus ou moins grande échelle. Comment tu fais pour y aller malgré ça?
Les retours, en fait. Les retours. En fait, en vrai, la peur de l'imposteur, c'est de se dire, ce que je fais, n'est pas pertinent. Sauf que, en vrai, si tu avances et qu'à chaque étape de ton avancée, quelqu'un te dit que cette étape-là est top, ben, c'est peut-être vrai. Et permets-toi de croire que cette personne n'est pas là juste pour tes beaux yeux, parce que tu ne la payes pas, et que c'est peut-être vrai. Et puis, si tu as une, et puis après deux, et puis après trois, et puis après, tu as 100 personnes qui te disent, ben, à cette étape-là, c'est plutôt chouette ce que tu fais. C'est peut-être vrai. Oui, surtout si elles sont plusieurs et que c'est pas ta maman. C'est ça, tu vois. Et Ouais. en fait, c'est vraiment ça où j'ai dû travailler en me disant, travail, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi la confiance en soi de ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est travail pour ne pas avoir de regrets et pour justement te dire, j'ai quand même bossé dessus. Et puis, si autour de toi, les gens, désolé, c'est mon Il n'y a rien ordi eu. qui... Il n'y a rien eu. Ah d'accord, ben c'est que Du pour tout. moi, ok. C'est une petite notification. Et si les gens autour de toi te disent que c'est bien, continue en fait. Continue, mais continue de travailler. C'est surtout ça, je crois que c'est cette notion de travail qui aujourd'hui me permet de me dire, ok, peut-être que tu ne te sens pas légitime à 100%, mais en tout cas, tu fais les choses comme il faut. Et c'est ça qui, moi, me challenge, c'est de me dire, ne cesse jamais d'apprendre, continue de progresser, et puis peut-être qu'un jour, tu réussiras à te dire, je suis badass. Mais je pense qu'on l'est et je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que pour moi, la confiance, elle naît en faisant. Tant Oui, que tu es c'est dans pour ta ça. tête en train de te dire, ouais, si j'y vais, qu'est-ce qu'on va dire? Tu peux pas gagner en confiance, c'est Jamais, impossible. jamais. Alors, faut juste faire la première petite étape, comme tu l'as dit. Moi, je préfère vraiment la méthode des petits pas. Tu fais la première étape. Effectivement, si les gens te disent que c'est bien, allez, tu vas à l'autre. Et c'est comme ça que tu gagnes un peu plus de confiance, un peu plus de confiance. Mais il faut être à un moment dans l'action parce que sinon, Ouais. Tu vois, pour te donner un exemple, je suis prof de yoga et ma formation s'est pas super bien passée et ça m'a bloqué. Ça mhm. m'a bloqué, donc je donnais pas de cours. Je donnais pas de cours et je me suis cachée derrière des vidéos YouTube en me disant je vais être sur YouTube, je vais créer une communauté, et puis après, une fois que j'aurai une communauté, je vais commencer à donner des cours. Et puis la vie fait que ben faut faire rentrer d'ailleurs de l'argent. Donc YouTube, la communauté, elle est toute petite, donc pas assez pour générer de l'argent. Je me suis dit bon, tu vas commencer à donner des cours. Et j'ai commencé. Et en fait, le truc, c'est qu'au départ, je me suis dit, ben, je vais donner des cours à des débutants. Tu vois, je me cache derrière le truc de on Comme ça, fait comme ils petit à savent pas, petit. ils vont pas pouvoir dire que C'est c'est ça, pas ça puisqu'ils savent c'est ça, pas. tu vois. Donc, j'ai commencé à donner des cours à des débutants. Et le truc, c'est que depuis toujours, je sais pas pourquoi, les gens me font confiance avant même de voir ce que je fais. Et je sais pas pourquoi, mais tu vois, parce qu'en fait, par exemple, la kiné de mon fils, je lui dis simplement que je suis prof de yoga. Elle me dit, ben, j'aimerais que tu bosses avec moi parce que je trouverais ça super intéressant de proposer des cours de yoga dans mon cabinet. Elle m'a jamais vu donner un cours de yoga, tout ça. Et j'ai cette petite voix qui me dit, dis oui. Donc je dis oui. Et l'autre petite voix qui me dit, bon, par contre, il va falloir bosser parce que là, c'est du one-to-one. Il n'y a pas 100 élèves où t'es caché en mode, bah, il y a trop d'élèves donc je peux pas corriger. Là, t'as une seule personne, il faut faire le taf. Mhm. Et le truc, c'est que, ben, comme tu dis, c'est l'action. Mon premier client où, tu vois, je m'étais dit, ben, et je lui avais précisé, ouais, je prends des débutants, machin. Alors, elle a compris, je prends des débutants. La première personne qu'elle m'a envoyée, c'est une personne débutante qui n'a jamais fait de yoga, donc on est OK. Mais c'est Parfait. une personne de 63 ans qui est une sciatique. Ah oui, d'accord. Donc, tu as eu le côté débutant, mais ok. Autre difficulté. Voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Et comme tu dis, c'est en faisant que je me suis dit, ben, ok, là, ça s'est super bien passé. Ben, je continue. Et je continue. Et puis de là, je me suis dit, bon, maintenant, je vais passer au cours collectif. Et maintenant, je donne des cours collectifs. Et tu vois, ben, encore l'ostéo qui était là, elle est venue à mon cours et elle a filmé à un moment et elle m'envoie la vidéo et je vois que je fais une posture et j'aime pas du tout comment je fais la posture. Ah, Mais en regardant la vidéo, je dis, mais c'est dégueulasse, ça, c'est pourquoi moi j'ai qui fait fais ça? ça? C'est ça, tu vois? Et dans ma tête, avant, ça m'aurait bloqué en me disant, je fais plus de cours. C'est fini. Il n'y a plus personne qui va me voir faire ça, hein. Jamais. Tu vois. Et là, en fait, en voyant cette vidéo, je me suis dit, OK, il faut que je sois beaucoup plus pointilleuse sur la façon
dont je montre, même si en face ce sont des débutants, il faut que je sois beaucoup plus pointilleux sur la façon dont je montre. Donc il faut que moi, en amont, je travaille et que je sois beaucoup plus focus sur mes alignements, mes trucs, pour qu'au final le rendu soit beaucoup mieux que ça. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ben on fait, et puis des fois ce sera pas chouette, ben on rectifie. Mais oui, mais Et on avance comme là, il y ça. a qu'en faisant que tu peux savoir qu'il faut que tu rectifies et que tu ailles plus loin, toi, dans la manière de montrer, parce que tant que tu l'as pas fait, C'est t'as pas ça, ce en qu'il fait. faut. C'est ça. Donc, il faut faire. Il faut faire. Et c'est pas parce que tu fais que ce sera toujours bien. Non, très souvent, il faudra améliorer. Mais c'est ça qui est chouette parce que tu vas t'améliorer. Et puis, à un moment, ben, tu seras certainement une référence dans ce que tu fais. Exactement, et il faut persévérer. Dans ce que tu as dit, j'ai dit à ma kiné que j'étais prof de yoga. Parlez de ce que vous faites. Pour Ouais. moi, c'est essentiel. Tu sais, dans le syndrome de l'imposteur, il y a aussi ce truc que tu dis pas. Si tu dis Ouais. pas, il n'y a pas de souci. Sauf que là, tu as dit, et hop, engrenage, et tu aurais pu dire C'est non. ça. Ouais, j'aurais pu. Tu aurais aussi pu dire non. Donc, c'est vraiment saisir, enfin, parler de ce qu'on dit et saisir les opportunités. Ouais. Important. Quand on parle toutes les deux, j'essaye de rester focus, mais c'est super, c'est vraiment super intéressant de voir que, bah, que toi aussi, tu as le syndrome de l'imposteur, mais que toi aussi, mais ta technique pour calmer cette petite voix qui te dit ouais, n'importe quoi, c'est d'apprendre et toi, ça te rassure, c'est la première Ouais. étape pour toi, te Ouais. rassurer. Dans toutes ces vies, dans toutes ces versions de toi, c'est quoi qui te rend le plus fier? Qu'est-ce qui me rend le plus Ou fière? qu'est-ce qui t'a le plus transformé? Qu'est-ce que, dans tout ce parcours, Bah, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir quand même osé, même si voilà le cheminement a été plus ou moins chaotique ou long comme on voudrait, mais j'ai quand même toujours essayé. Je crois que ça, c'est ce qui me plaît le plus dans mon parcours. J'ai toujours essayé. Il y a une phrase que j'avais lue, pardon, de Brené Brown, qui dit, si t'es pas dans l'arène avec moi, ferme-la. Et en fait, pour moi, cette phrase, elle est tellement puissante parce que on a tendance à pas faire les choses ou à avoir peur du retour de l'autre. Mais moi, je me dis, moi, j'essaye en fait. Alors, c'est pas parfait et il y a des gens qui font mieux que moi. Et ok, mais moi, je suis dans l'arène et je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés de me dire, je suis toujours dans l'arène et j'ai pas peur d'être dans l'arène en fait. Et la vie me montre que des fois, tu es dans l'arène et tu vas tu vas prendre, manger? tu Mhm, vas manger, mais mhm. dur, 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 dur. Mais je reste là. Je reste là et j'essaye encore et j'avance encore. Et ouais, ça, c'est ma plus grande fierté de toujours essayer. Et je crois que l'une des plus grandes transformations, hormis l'arrivée de mon fils, parce que ben, l'arrivée d'un enfant, ça reste waouh, Mhm. Le truc, c'est t'es pas prêt, hein? ouais, non, Mhm. non, tu peux imaginer plein de choses. Mhm. Dis-toi que ce que tu vivras, ce sera totalement différent. Oui. Mais au-delà de ça, c'est à mes 30 ans, je suis partie toute seule aux États-Unis pendant plusieurs mois dans une école. Et honnêtement, ça a été le début d'une nouvelle ère pour moi. Euh, Parce que je pense qu'avant, j'étais dans quelque chose où je sortais pas de ma zone de confort et je faisais ce que j'aimais, mais de manière très safe. Tu vois, j'ai fait de la radio parce que je savais que j'avais une certaine compétence pour ça et puis je travaillais pas plus, tu vois. Je travaillais pas plus. J'ai fait de la télé. Pareil, on est venu et à chaque fois on est venu me chercher, mais je poussais pas les choses parce que je savais que j'avais un certain, je dirais pas talent, mais en tout cas, je savais faire les choses. Et je poussais pas plus parce que je me reposais sur mes lauriers. Et ça a été pendant des années. Pendant des années, je me disais, tu sais faire, très bien. En plus, ce sont les gens qui sont venus te chercher, très bien. Et en partant aux États-Unis, je suis partie toute seule. Je connaissais personne, je parlais pas anglais, je vivais dans une chambre, je partageais les toilettes et la salle de bain. Mais ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Et pendant ces 6 mois aux États-Unis, j'étais à San Francisco, j'ai réfléchi sur la femme que j'étais et j'ai réalisé que j'aimais pas ce que j'étais. J'aimais pas ce que j'étais parce que je savais au fond de moi que je pouvais plus. Je pouvais plus. Et à partir de là, je me suis dit, OK, à mon retour,
ce sera différent. Et ce qui est très marrant, c'est que quelques mois avant, l'homme avec qui j'étais à l'époque m'avait dit, je sais que nous deux, si un jour on n'est plus ensemble, ce sera à cause de ton ambition. Et en fait, Ok. alors, on n'a pas été ensemble parce qu'il m'a trompée, mais il avait quand même raison. Bon, il y a eu une petite incartade dans l'histoire, mais Voilà. tu as raison. Mais il avait quand même raison parce qu'au fond, on serait pas restés ensemble vraiment à cause de mon ambition. Ben, grâce à mon ambition, pas à cause. Mais en fait, d'un coup, tu poses à ce moment-là un constat hyper lucide. Et bah, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que là, tu dis, ma vie, elle me plaît pas, ok? Et qu'est-ce qui se passe après? On veut la suite? Alors, la première chose, c'est le sport. Ok. Je travaille sur le corps. Je commence à faire du yoga aux États-Unis. Le yoga, je l'ai fait, j'ai commencé là-bas. Non, j'avais commencé en Martinique, mais vraiment comme ça, dans ma salle de sport, il y avait une meuf qui venait de temps en temps et j'avais trouvé ça chouette. Mais j'ai vraiment commencé à en faire sérieusement aux États-Unis. Et puis le sport, j'ai rencontré le coach qui m'accompagne jusqu'à maintenant là-bas. Et on a commencé à bosser sur le sport. Et en fait, le sport, pour moi en tout cas, c'est vraiment un draineur qui me permet d'être focus sur la façon dont j'ai envie de vivre en fait. C'est challengeant, c'est difficile, c'est challengeant, mais quand tu as fini une séance de sport, tu te sens tellement bien. Et je crois que c'est finalement un reflet de ce qu'est la vie. Des fois, c'est pas facile, mais quand tu arrives au bout de ce que tu as envie de vivre, ben, c'est tellement jouissif parce que voilà. Donc, ça a d'abord été le sport, commencer par moi, mon corps. Et puis, en rentrant en Martinique, ça a été le style. Le style, qui j'avais envie d'incarner, Mhm. qui j'avais envie d'être. Quand on me regarde, qu'est-ce que j'avais envie que les gens se disent, tu vois? Donc, ça a été le sport, le style. Et puis, et après, ça a été le mindset. Ok. Et c'est là que j'ai commencé le développement personnel. Ok. Ok. J'adore cette histoire. C'est bien parce que j'en découvre bien. Faudrait que je te s'invite plus régulièrement. J'ai envie de parler de ton livre maintenant. Le livre s'appelle, si je ne me trompe pas, enfin, dans l'ordre, 40 ans en cloque et célibataire. Oui. Je te l'ai dit, ce titre, on dirait un truc de téléfilm M6. Sauf que j'ai eu Ouais. l'immense chance de le lire et ça n'a rien à voir avec un téléfilm M6. Pas rien du tout. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Donc, je tombe enceinte à 40 ans. Et bah, pour moi, c'est chouette parce que c'est un bébé qui est voulu avec, à l'époque, mon mari. Donc, je suis hyper contente. Alors, c'est vrai que j'ai quand même conscience que j'ai 40 ans et je me dis, bon, je vais me renseigner sur bah, le déroulé de cette aventure. Et comme je suis hyper cérébrale et que j'ai besoin de comprendre, donc je commence à lire plein de livres, à regarder tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et il y a quelque chose de générique qui en ressort, c'est que à partir de 40 ans, c'est compliqué d'avoir un enfant. Mais compliqué, pas juste, bon, vous allez vivre de petites secousses. Non, non, c'est difficile les meufs. Limite, t'as l'impression que c'est impossible et que vous Mais rentrez dans un pourquoi vous truc. rentrez là-dedans? C'est ça, c'est que vous allez Pourquoi? rentrer dans un truc, vous savez même pas. Hum. Et plus je lis, et plus je me dis, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce que je vais vivre en fait? Et ça devient anxiogène parce que il y a quasiment pas de retour positif en mode, oui, t'as 40 ans, mais ça va bien se passer en fait. Et il y en a quasiment pas. Et je me dis, ben, je sais pas comment va se passer ma grossesse, mais j'ai envie de proposer un autre regard sur la maternité. Et donc, dès le départ, je me dis, je vais écrire sur ma grossesse. Et le truc, c'est que bon, je commence dès le départ à écrire. Et pendant ma grossesse, je demande le divorce. Euh, et je me dis, bon, on va continuer. On va continuer parce que la réalité, c'est que il y a aussi beaucoup de mamans qui se retrouvent seules pendant leur grossesse. Moi, comment je vais le vivre? Je sais pas du tout parce que je suis dans le process, tu vois. Mais Donc je me dis, enfin, je sais pas t'écris, du tout. enfin, ce que vous savez pas, c'est que tu écris vraiment pendant ta Ouais, grossesse. ouais, C'est pas, pendant ma en fait, grossesse. c'est pas, t'as pas écrit à la fin, en Non. revenant, c'est Ouais. pendant la grossesse. Ouais. Et donc je me dis, je sais pas comment tout ça va se terminer, mais je vais l'écrire. Et puis on verra. Et donc j'écris pendant ma grossesse. Et, euh, et par contre, la réalité, c'est que donc j'accouche en février. Et la réalité, c'est que je trouve un éditeur me contacte pour savoir si j'ai envie d'écrire mon histoire. Donc je dis, bah, je suis en train de l'écrire, justement. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Et je relis l'histoire. Je relis tout ce que j'ai écrit pendant ces derniers mois et je retravaille ce que j'ai écrit.
Je le retravaille. Pourquoi? Parce que en écrivant pendant les 9 mois, j'écris à chaud. Mhm. J'écris à chaud. J'écris aussi avec le regard d'une femme blessée. J'écris avec le regard d'une femme triste. Et dans ce que j'écris pendant ces 9 mois, il y a beaucoup d'ego. Beaucoup, beaucoup d'ego. Et quand après je relis, je me dis, mais est-ce que ça apporte Quelque quelque chose à chose la à la lectrice, quoi. personne qui va lire? Ou est-ce que ça flatte mon ego pour que les gens finalement se disent, oh la pauvre. Oh, la Et pauvre, en qu'est-ce qu'elle est forte. la pauvre, D'accord. la pauvre. Et je me dis, c'est pas le but du livre en fait. Parce qu'au Tu veux pas départ, être quand j'ai plainte. bah ouais, puis au départ, quand j'ai voulu écrire le livre, c'était pas pour ça. C'était pas pour que les gens se disent la pauvre, tu vois. Mhm. Donc je réécris beaucoup de choses, je supprime beaucoup de choses pour qu'au final, euh, l'ego soit mis de côté. Parce que c'est pas le but du livre et que on garde vraiment ce côté. J'ai eu un enfant à 40 ans, je me suis retrouvée toute seule. Comment j'ai fait? Et donc le livre aujourd'hui, j'en suis fière parce que c'est ça. Non, il va être très utile aux femmes, à celles qui se disent, ouais, à 40 ans, ça va être la galère. Je spoil un peu, t'es tombée enceinte très très vite. Et moi, quand enfin, ma fille a 35 et mon fils a presque 40, 39 à l'époque, ça a été très très vite aussi. Donc, on a beau dire ça va être difficile quand vous allez avec 40 ans, ce que je ne nie pas, mais ça Mm. peut aussi aller très vite. C'est ça. Ça peut aussi aller très vite. Dans le livre, tu le dis, hein, la société, puis on le sait, la société met une vraie pression sur les femmes concernant leur corps, concernant leur âge, le couple, la maternité. Quelle a été cette pression sur toi? Enfin, si tu l'as vécu d'ailleurs. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu, Mhm. même si, bien sûr, j'ai eu des remarques, en plus, en étant sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai eu des remarques sur le fait que j'ai pas encore d'enfant, et des Attends, pardon, remarques. excusez-moi, madame. Il y a des gens sur les réseaux qui viennent te demander pourquoi t'as pas d'enfant? Alors, le truc, c'est que j'avais fait une vidéo sur c'était la trentaine et pas encore maman, un truc comme ça. Oui. Et donc, mon mari, à l'époque, était dans la vidéo, puisque lui, en fait, voulait un enfant. Mhm. Et c'est vrai que dans la société, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que généralement, c'est la femme qui veut un enfant et puis le mec n'est pas prêt. C'est Nous, pour le ça. coup, c'était l'inverse. Lui, il était prêt depuis le départ, moi, je ne l'étais pas. Et dans cette vidéo, justement, j'avais envie d'amener ce regard différent pour déculpabiliser les femmes qui sont dans ma situation et qui se disent, mais ouais, mais je suis avec quelqu'un qui est prêt, moi, je ne le suis pas. Et est-ce que je devrais quand même le faire parce que lui, il est prêt? Et donc, moi, je disais, en tout cas pour moi, bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, moi, je disais, euh, dès le départ, on a été honnête l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que moi, dès le départ, il savait que je n'étais pas prête. Moi, dès le départ, il savait que j'étais prêt. Mais il était aussi OK avec le fait que je ne ferais pas un enfant pour lui faire plaisir. Et il était OK de patienter jusqu'à ce que je sois prête. Ok. Donc, cette vidéo, c'était ça. Et donc, j'ai eu des commentaires d'inconnus qui me disaient, ouais, mais en gros, tu devrais être contente d'être tombée sur un mec qui veut des enfants. En gros, t'es une femme, t'es faite pour ça. Oh, c'est beau. Donc, sois contente en fait d'avoir un mec qui veut des enfants et fais-lui Et ses enfants. fais-lui, et Ah fais-le, et ben oui, plutôt vite, quoi, parce que, c'est ça, tu vois. ok. Et c'est marrant parce que ce sont des femmes qui ont ce discours-là. Et il y en a quand même eu quelques-unes. Et, pour moi, c'était vraiment important de montrer que bah, nous, en fait, on fait ce qu'on veut. Et la Puis un pression, enfant, c'est un truc qui change quand même ta vie. bah, Donc, le c'est ça faire pour en faire fait. plaisir à quelqu'un, c'est pas comme acheter une voiture, quoi, tu vois? C'est c'est ça. Et donc, oui, la société a l'impression qu'elle a son mot à dire sur le corps des femmes. Mhm. Mais moi, j'ai toujours bien vécu. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais moi, je l'ai toujours bien vécu parce que j'ai mon caractère, parce que j'ai pas peur de dire aux gens d'aller se faire foutre. Et que, et voilà. Et si quelqu'un me dit, ben, j'arrête de te suivre, je vais dire, bah, tant mieux. Oui, c'est Tu qu'on vois, arrive parce que à faire un... Voilà, j'ai pas oui, besoin de personnes oui. comme toi dans ma communauté, mais j'ai conscience que quand quelqu'un n'a pas mon caractère et que c'est surtout des choses qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, et puis surtout si par exemple ce sont les proches, ça peut être lourd, quoi. Ça peut être très très lourd à porter. Alors, si vous êtes un proche, écoutez, ça peut être lourd à entendre. Le alors, c'est quand tu nous fais C'est ça. un petit-fils, ou alors c'est quand on a... Enfin, Ouais. il y a plein de raisons pour lesquelles une femme n'a pas d'enfant et je trouve ça vraiment hyper malaisant, ce truc d'aller dans la vie des gens et leur dire, alors, on n'a pas encore d'enfant, mais tu sais pas pourquoi elle n'a pas encore d'enfant.
Et c'est pas un, pour moi, c'est pas un sujet de société où on partage ça tous ensemble. C'est quelque chose de hyper Exactement. intime, en fait. Et bien sûr, moi, tout ce qui est de l'ordre de l'intime doit rester dans l'intime, dans le sens où si la personne ne t'en parle pas, fous-lui la paix. C'est Alors ça. bien sûr, il y a des sujets où si tu as l'impression que tu peux aider. Et là, je parle d'aide, pas juste questionner pour la Mhm. curiosité malsaine, mais si tu peux aider, par exemple, tu as l'impression que en face de toi, t'as ton ami, ta sœur, ta fille est peut-être maltraitée, c'est de l'ordre de l'intime, mais tu te dis, il y a un truc, je peux peut-être l'aider, être une Mhm. oreille, tu vois? Oui, là, je comprends que tu poses des questions, et il le faut. Mais quand c'est juste de la curiosité pour de la curiosité, bah non, en fait, Non. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Des... Et puis si quelqu'un a envie de te parler de ça, peut-être qu'elle viendra le faire, mais C'est il y a ça. plein de raisons et parfois c'est des difficultés à tomber enceinte et dire à quelqu'un, bah alors, on a 40 ans, on n'a pas d'enfant. Je te jure. Mais moi, que c'est vrai que on a partagé une autre interview, 36 ans, je suis en CAP cuisine, je viens tout juste de tomber enceinte, peut-être de 2 3 mois. Et il y a ce grand gaillard là qui me connaît de nulle part et qui me dit, non mais t'as quel âge? 35 ans à l'époque, 35 ans et t'as pas encore d'enfant, c'est quoi le problème? Mais en fait, la vérité, c'est que j'aurais pu avoir plein de problèmes. Mais bien sûr, Et bien là, sûr. tu es juste en train d'appuyer sur le truc. Pour le coup, c'était pas le cas Ah, et je voulais tomber enceinte. Mais c'est hyper dur. Et je me dis, pour toutes ces femmes pour qui c'est une souffrance, un inconnu ou des gens tu réveilles le truc. Et à l'inverse, pour toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants, à quel moment tu veux... À part si vraiment le débat est ouvert et vous parlez de ça, mais sinon, à quel moment tu vas dire, oh mais non, mais tu vas changer d'avis. Tu vas ouais, non, voir, tu vas le changer... nombre de fois où alors, pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant. Et Mhm. cette phrase-là, on me l'a sortie, mais tellement. Et je dis, mais de quoi vous parlez, en fait? Peut-être que oui, je vais changer d'avis, mais peut-être pas, en fait. C'est ça. Peut-être pas. Et puis en Et fait, des fois, on me et- disait, ouais, mais tu vas regretter. Je dis, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? c'est C'est ça. fou, c'est fou. Et puis après, toi, quand tu fais ton enfant, c'est toi et ton enfant. Donc, tous vos conseils là, non, laissez-moi. Et si, C'est ça, chaque femme gère son corps comme elle l'entend, en fait. bien sûr. Grossesse en solo. T'as vécu la grossesse en solo de A à Z. Moi, j'ai lu le livre. J'étais vraiment profondément triste que tu l'aies vécu si seule, vraiment. Euh, pour toi, avec tout ce que tu as lu là sur les grossesses à 40 ans, c'était quoi ta plus grande peur? Que mon bébé ne vive pas. C'était D'accord. ça. Mais jusqu'à, même une fois né, tu vois, la mort subite du Oh là nourrisson, là. c'était ma plus grosse hantise. Mais quand je te dis ma plus grosse hantise, Mm. j'avais tellement peur de ça et c'est son kiné qui m'a rassurée. Mais j'avais peur de ça au point où, tu vois, son pédiatre. Alors, le pédiatre de mon fils est super, c'est un monsieur qui est super. Mais je pense que le fait que ce soit un homme, il a ce, il a peut-être pas le regard qu'a une maman qui se réveille toutes les 2 heures pendant la nuit, tu vois. Et donc, lui, il était hyper pragmatique, genre, un bébé ne dort pas sur le ventre, et voilà, et ceci et cela, tout ça. Et donc, ce qui fait que moi, la nuit, donc à partir de 5 mois, mon bébé, il se retournait tout seul. Et déjà, les 2 premiers mois, non, un mois et demi, il dormait sur moi. Après, je me suis dit, et donc je dormais comme ça, tu vois, j'étais sur On le a dos, fait il pareil, bougeait pas. deuxième aussi, où tu dors assise avec ton enfant comme ça. Et il y a un Et côté où tu es fatigué, mais il y a un côté hyper rassurant de sentir sa respiration sur c'est toi. ça, en fait, exactement. Donc mon bébé était sur moi. Mais je dormais pas, c'était impossible, tu vois. Donc les 2 premiers mois, très compliqués. Ensuite, on lui achète un cododo, donc il est à côté. Mais le truc, c'est que je suis tout le temps en semi-éveil parce que je surveille si tout va bien. Donc au départ, ça va parce qu'il est sur le dos, mais quand il commence à se retourner, ben, comme son pédiatre m'a dit, non, si vous voyez qu'il est sur le ventre, vous le retournez. Donc je passais ma nuit à le Retourner retourner, l'enfant. à retourner l'enfant. Ce qui fait que des fois, lui se réveillait, tout ça, et en fait, et moi, je dormais quasiment pas. Et donc, j'en parle au kiné, à son kiné et qui est un amour. Et elle me dit, Tia, je comprends ce qu'a dit le pédiatre, il a raison, mais la vérité, c'est que un bébé qui se tourne tout seul arrivera à se retourner. Donc, c'est vrai que la mort du nourrisson, c'est souvent parce que l'enfant, il s'est mis sur le ventre, mais qu'il n'arrive plus à retourner. Elle me dit, est-ce que ton enfant, la journée, il arrive à se retourner sur le ventre et sur le dos? Oui. Donc, dans ce cas-là, laisse-le dormir. Laisse-le dormir parce que au-delà du fait que
tu le remets sur le dos, tu le réveilles aussi, donc tu coupes son sommeil, et toi, tu ne dors pas, donc c'est ni bénéfique pour lui, ni bénéfique pour toi. Et elle m'avait dit cette phrase qui, sur le coup, m'avait mis les larmes aux yeux, mais vraiment, et que je garde maintenant, mais comme un mantra, elle m'avait dit, fais confiance à ton fils. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, en fait, elle a dit, fais confiance à ton fils, il sait faire. Et à partir de là, j'ai laissé faire, et puis mon fils, aujourd'hui, vit sa meilleure vie. On adore, on adore. Et par rapport à toujours cette grossesse en solo, quelle a été ta plus grande révélation? Moi, j'étais marquée par la lucidité que tu as. Et encore maintenant, avant, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est lucide, cette fille? Et pour toi, c'est quoi ta plus grande révélation avec ces 9 mois, pendant ces 9 mois? Euh, que le plus important, c'était le bonheur de mon bébé. Que le plus important, c'était le bonheur de mon bébé et qu'il fallait que je mette mon ego de côté. Euh, je pense, et peut-être que là je fais une analyse à la con et que c'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression que très souvent, quand les séparations se passent mal, c'est parce il y a une part d'ego qui prédomine dans les conversations, dans la gestion, parce qu'on a été blessé et parce qu'on veut montrer à l'autre que, eh ben non, c'est pas comme ça, parce que t'es qu'un gros connard, tu vois. Et je me suis dit, à un moment, et ça très tôt, je me suis dit, c'est pas productif en fait, et la personne qui en souffrira le plus, ce sera mon fils. Ce sera mon fils, et ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien. Donc dès le départ, ça a été, ok, ce que je ressens, est-ce que c'est pour le bien de mon fils, ou est-ce que c'est mon ego qui parle? Si c'est pour le bien de mon fils, je le dis, je le répète jusqu'à ce que ce soit acté. Par contre, si c'est mon ego, je me Tu fais ton tais. travail de ton côté pour toi. Voilà, et ça va passer. Ça va passer, je vais faire mes méditations pour calmer l'esprit, et ça va passer. Ben justement, comment tu arrives, et si tu avais un conseil à donner sur ça, comment on fait la différence sur je prends une décision où je réagis, mais là c'est mon ego qui réagit, et comment on arrive à prendre de la distance avec cet ego? Bah, je pense que déjà, il faut faire le deuil de la relation avec son partenaire. Parce que tant qu'on a un pied dans cette histoire, ben, elle va drainer les ressentiments, les Mhm, émotions. mhm, Et je crois que la première chose à faire, c'est vraiment le deuil de cette histoire. Oui, on a vécu quelque chose. Oui, peut-être qu'il y a eu de bons moments. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé et la personne fait sa vie et moi, je dois faire la mienne. Et je pense très sincèrement que tant qu'on n'arrive pas à faire ce deuil-là, c'est compliqué de prendre du recul parce que on aura toujours en quelque part, oui, mais avant. Oui, mais moi, j'ai toujours fait ça pour toi. mhm. Oui, mais tu vois, mais non, mais avant, c'est fini en fait. Et- Avant, oui, il y a eu avant, mais limite, avant n'existe plus. Là, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Par contre, on a un enfant ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant? Mais le travail doit être fait des deux côtés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, ce qu'on était avant, ce qu'on faisait l'un pour l'autre avant, ça n'existe plus. Là, on doit rebattre, redistribuer les cartes avec deux nouvelles identités qui sont, nous sommes coparents. Là, c'est plus ta femme, ton ex-femme, tout ça. Là, c'est juste deux coparents qui essayent de tisser, de tracer le chemin d'un petit bout. Et comment on fait? Et le truc, c'est que les deux doivent le faire. Ça peut pas être que la maman qui Mhm. prend sur elle. Il faut que les deux le fassent en se disant, OK, on s'est fait du mal, on s'est dit des choses qui ont pu blesser. OK, c'est du passé, on avance. Parce que si tu restes sur, il m'a fait du mal, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il est avec une autre, alors que ça fait que 2 semaines qu'on n'est plus ensemble, machin, tu vas juste être focus sur ça, alors que la vie continue d'avancer. Mhm. Et donc, tu es focus à un instant T de ta vie, mais la vie, elle continue. Et c'est dommage. Parce que pendant que tu es focus sur, ah ouais, mais ça fait 2 semaines qu'on n'est plus ensemble, il est déjà avec quelqu'un, lui, il continue de vivre. Et toi, tu vis pas ta vie, t'es là en train de ressasser le truc, C'est quoi. ça. Mais j'ai Donc, quand même une question parce que enfin, la grossesse, c'est un moment où tu es hyper vulnérable. ouais. Parce que ton corps change, parce que... Alors comment tu arrives à... Parce que c'est énormément d'émotions. D'un côté, tu dis, faut faire le deuil de l'histoire, et en même temps, dans une période hyper vulnérable, mais comment on s'en sort, Tia? Ce qui est compliqué, c'est que j'ai dû faire le deuil d'une histoire en portant le fruit de cette histoire.
C'est ça. C'est C'est exactement hyper ça. compliqué. C'est hyper compliqué. Et en fait, ça prend du temps. Parce que quand je le Ok. dis comme ça, on a l'impression que c'est flap, Ça flap. claque. Allez, on Mhm. passe à autre chose. Pas du tout. Pas du tout. Non, lisez le J'ai livre, c'est pas fiap-fiap, hein. Lisez le livre. Non, et j'ai pleuré pendant 9 mois et des fois encore je pleure, tu vois. Et la réalité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, que c'est step by step et oui, et des fois je repense à mon mariage en me disant, mais comment on en est arrivé là? Et aujourd'hui encore, tu vois, en me disant, mais comment on en est arrivé là? Mais c'est humain. C'est humain et honnêtement, je crois que c'est salvateur aussi de se poser des questions sur ce qu'on a vécu, Mhm. de se dire, ok, je suis passé à autre chose, mais j'essaye de comprendre quand même. J'essaye de comprendre pour ne pas reproduire la même chose. Parce que je vais pas finir ma vie toute seule, en tout cas je l'espère. Oui, mais En après, tout ça cas, permet je aussi de l'espère. comprendre des choses sur toi, sur C'est ça, la tu vois, dynamique de goût, de c'est couple. ça, Ça permet aussi de comprendre des c'est choses si tu ça. prends le temps de Exactement. réaliser, quoi. Et donc oui, c'est hyper complexe et ça prend du temps, mais je pense que c'est étape par étape et puis faut s'accorder, faut être bienveillant. Faut être Mhm. bienveillant en se disant, OK, c'est important que je tire un trait sur cette histoire. C'est vraiment important pour que j'avance, mais j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de ne pas aller bien. J'ai le droit d'être en colère. Euh, et je dois penser à moi. Et ça, c'est hyper important. Vous devez devenir le centre du monde pour vous. Parce que vous vous retrouvez toute seule, donc c'est pour vous. Mais faites-le. Vous devez être votre priorité. Et l'autre à côté, si cette personne n'est pas là, parce que des fois, même si on se sépare, la personne veut quand même être là pendant la grossesse et tout ça, ça existe. Si l'autre personne est quand même là, malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble, tant mieux, profitez-en, parce que comme tu le dis, c'est compliqué d'être enceinte. Et on se sent seul, même si on est super bien entouré, même si on n'est pas dans cette situation de séparation, on se sent quand même seul. Donc si vous avez cette chance, entre guillemets, d'avoir la personne qui veut participer, profitez-en. Et si c'est pas le cas, essayez tant bien que mal de vous recentrer sur vous, sur ce que vous ressentez, et essayez de vous faire du bien comme vous pouvez, avec des massages, avec des repas entre amis, avec une séance de cinéma, peu importe, mais recentrez-vous sur votre bien-être et sur ce que vous ressentez, c'est hyper important et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ouais, ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, parce qu'on a tellement ce truc de la femme qui doit être forte, de la maman qui doit être forte pour son enfant, et à quel moment, effectivement, tu pleures, bah, quand tu as envie, la Ouais. vérité, et tu as besoin Moi, il y d'être forte a, pour personne. Ouais, et moi, tu sais, c'était vraiment limite, j'avais l'impression d'être schizophrène parce que je pleurais. Mais je me disais, il faut que ça sorte parce que ce sera pire si tu le gardes en toi et ce sera pas bon pour le bébé. Et Mhm, donc, je pleurais. Et pendant que je pleurais, je m'excusais auprès de mon bébé en disant, je suis désolée de te faire vivre ça. Tu vois, je dis ça et j'ai les larmes qui montent. mhm. Mais je disais à mon bébé, je suis désolée de te faire vivre ça. Mais je peux pas faire autrement que pleurer là. Je peux pas. Donc je m'autorisais à pleurer puis je m'excusais auprès de mon bébé. Mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné de garder toutes ces larmes, parce que, Ouais. tu vois, le fait Ça aurait pas été bien. c'est ça. Donc autant que ça sorte, parce que sinon après, je sais pas dans quelle, enfin, sous quelle forme ce serait sorti, donc que Ouais. ça sorte. Et honnêtement, le bébé ressent tout. Et tu vois, je suis quand même contente de m'être autorisée à Mm. vivre ma douleur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que tout le monde me dit, mais ton bébé, il est tout le temps en train de sourire. Tout le temps. Et je me dis, je suis trop contente. Je Mais suis oui. trop contente. Donc en fait, la leçon, c'est vous pouvez pleurer pendant votre grossesse et avoir un bébé qui sourit tout le temps. Ouais. Voilà. Pour toi, est-ce que l'écriture de ce livre a été comme une thérapie ou comme une part de guérison dans cette histoire et dans tout ce que tu as vécu, ou vraiment c'était raconter ce que tu as vécu? Ah non, 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 c'était thérapeutique, bien sûr. Mm. C'était thérapeutique, ça a été comme un journal intime et je suis contente de ne pas l'avoir sorti juste après mon accouchement et d'avoir pris le temps et le recul nécessaire pour le retravailler parce que vraiment, je me dis, l'évolution de ma pensée euh, est beaucoup plus pertinente aujourd'hui. Donc non, ça a Mm. été thérapeutique et tu vois, quand tu me dis que j'ai une certaine lucidité, je crois que c'est ce travail-là que j'ai fait pendant tous ces mois qui me permet aujourd'hui d'avoir ce recul-là et cette analyse-là et de pas être dans un ressentiment et plutôt dans
la gratitude de ce que j'ai vécu. Et par exemple, dans mon livre, l'une des premières pages est dédiée au père de mon fils, où en Mhm. gros, je lui dis merci. Moi, j'ai pas Et, compris, hein. Moi, j'ai lu, j'ai fait ah, ah bon? oui, parce que je suis passée à autre chose. Mhm. Je suis passée à autre chose et que je veux vraiment qu'on réussisse cette coparentalité. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Non, des fois, j'ai vraiment envie de lui foutre des baffes. Ça, c'est Mais dit. ah ouais, mais il le sait. Il le sait et je lui ai dit des choses qui l'ont blessé et que j'ai pensé profondément et que je pense, mais des choses très difficiles et très dures. Euh, donc c'est pas facile. Mais je veux et je vais me battre pour mon fils pour que ça se passe bien. Et donc ouais, l'une des premières pages, c'est au père de mon fils où en gros je lui dis merci. Merci pour tout ça. Et pourtant, quand vous allez lire le livre, vous allez dire, mais vraiment merci pour tout ça? Moi, la scène de toi qui monte tes courses, la scène de toi dans le supermarché, je pense que j'aurais cet homme devant. Je crois que je l'insulterais. Vraiment, vraiment. Mais qu'est-ce que cette grossesse et cette écriture, enfin, avec le recul, ça fait combien de temps que tu as fini? 8 mois le petit A? Le petit, il a 9 mois. 9 mois. Ce Ouais. livre, il t'a permis de comprendre quoi sur toi? Alors, je savais déjà que j'étais forte. C'est peut-être prétentieux, les gens qui vont écouter vont dire, bah, elle se la raconte un peu. Mais pas Non, du tout. Des fois, j'ai tu vis des trucs, tu vois comment tu réagis, tu dis, ouais, ok, honnêtement, j'assure. je pourrais écrire un livre sur ma vie, tu vois. Et là, je te dis, si j'écris un livre sur ma vie, tu dis, mais pourquoi t'es encore en vie, toi? Pourquoi? Tu vois? Donc, non, je suis forte. Je le sais. Et c'est pas forcément. Alors, si c'est une fierté, mais pas dans le sens où être au badass, non, parce que des fois, t'aimerais ne pas avoir à l'être, Mhm, tu vois. Et mhm. quand c'est ta vie qui est jalonnée d'épreuves où tu dois l'être, où tu n'as pas le choix, c'est épuisant. C'est juste épuisant. Donc, ça, je le savais. Par contre, cette grossesse, tout ce que j'ai vécu m'a permis. euh, je pense justement de travailler sur ma lucidité, sur mon rapport à l'autre, sur mon rapport face à l'ego, mon rapport face à ce que je voulais vivre, ce qui était important pour moi, mes valeurs. Tu vois, par exemple, merci à mon ex-mari parce que je sais que ma prochaine histoire, elle va être beaucoup plus belle. Elle va être beaucoup plus belle parce que j'ai appris de ce que j'ai vécu. Et je suis restée 7 ans avec lui, mais il y a eu beaucoup de bonheur. Il y a eu beaucoup de bonheur, même si dans le livre, on n'a pas l'impression, mais il y a eu Non, beaucoup de bonheur. non, en tout cas, moi, je me suis pas dit, elle a vécu 7 ans de galère, hein, pas du tout. Non, ouais, parce que c'est pas le cas, Oui, tu vois, oui. c'est pas le cas. Et donc, je sais que ma prochaine histoire sera encore plus belle. Donc, j'ai appris de ça. J'ai appris aussi les erreurs que j'avais commises, parce que j'en ai Mhm. commises, c'est Bien sûr. pas que lui. Et ça, c'est de réussir à se dire, ben, à un moment, assume aussi tes choix. Assume de pas avoir fait les bons choix. Assume d'avoir consciemment détourné le regard parce que c'était plus confortable. Mhm. Assume en fait. Assume parce que ce que tu vis là, ce que tu as vécu là, en quelque part, tu l'as vécu parce que tu as fait les mauvais choix. Et, et c'est pas facile de réussir à se dire ça. Mhm. À se dire, mais meuf, si tu vis ça aujourd'hui, c'est parce que tu as fait ces choix-là. Et c'est C'est aussi parce en que, partie de ta faute, quoi. bien Ça veut sûr, pas être que bien l'autre. sûr. Ben non, non. Alors oui, l'autre a fauté. Oui, toi, t'as merdé. Et la réalité, c'est ça, en fait. Et je pense que dans les histoires, dans toutes les histoires, chaque personne a sa part de responsabilité. Bien sûr, à différents niveaux. À différents Bien niveaux. sûr. Mais quand on ne dit pas non, quand on reste en détournant le regard, quand on est dans un certain confort qui fait qu'on va accepter beaucoup de choses, euh, bah, à un moment, des fois, il y a le revers de la médaille et ben, faut l'accepter. Super. Moi, faut que j'arrête de boire tes paroles et que je reste concentrée. On a parlé de toi qui es donc maman solo. Ton identité, forcément, elle évolue. Comment le fait d'être maman
n'efface pas. Tu as la femme, tu as la créative, tu as qui lance ses programmes. Comment tu arrives à trouver le juste équilibre, si équilibre il y a? Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre. Ok. Déjà, on va Tiens, commencer par ça. on a dans la question, ouais. On va commencer par ça. Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait trouver un équilibre parfait dans toutes les sphères de sa vie. Tu vois, en mode, là, c'est 100%, 100%, 100%. Je crois aujourd'hui profondément que c'est du bullshit et que c'est impossible d'être opérationnel dans toutes les phases de sa vie en même temps. Et cette notion de en même temps est importante. Mhm, Quand je suis avec mon fils et que je suis en train de jouer avec lui, que je suis en train de le changer, que je vis avec lui, je suis maman. Et je suis maman à 100%. Et je ne suis pas créatrice de contenu. Et mhm, par exemple, je ne suis pas créatrice de contenu et c'est pour ça que mon fils, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. mhm, Parce que j'ai fait le choix de ne pas le montrer. Donc, quand je suis maman, je suis maman. Quand par contre, il est couché et que je peux bosser, soit je suis entrepreneur et dans ce cas-là, je suis à fond dans ma casquette d'entrepreneur, ou soit je suis sur les réseaux sociaux et là, je suis à fond sur les réseaux sociaux. Mais j'ai compris que je pouvais... Alors, je peux tout avoir dans le sens où je travaille pour avoir ma liberté financière, pour pouvoir être une maman qui est là, pour avoir une vie sociale et pas m'effacer derrière cette casquette de maman, mhm, avoir mhm. une vie amoureuse parce que ben, je reste une femme et que oui, je suis maman, mais pas que ça. Oui, Euh, d'accord. donc oui, je veux tout avoir, mais en fonction de l'instant T, ben, il y a une casquette qui sera prédominante par rapport à l'autre. Et j'ai fait, et je suis OK avec ça. Et comme je suis OK avec ça, ben, je fais comme je peux. Non, C'est mais je surtout crois ça. que oui, ça c'est enfin, pour les mamans, celles qui culpabilisent, on fait comme on peut et c'est déjà tellement bien, quoi. Bien Et sûr. c'est marrant dans ta manière de voir. Moi, comment j'ai évolué dans mon business avec mes enfants. Déjà, mes business ont suivi un peu mes enfants. Je voulais voir plus ma fille parce que j'entrais bien trop tard. J'ai fait du batch cooking. J'ai dit aux gens, eh, venez, il y a une autre réalité possible. On peut voir ses enfants, avoir ses repas de près. Et là, ça évolue. Mais par contre, moi, j'ai compris qu'il fallait que je fasse avec mes enfants et pas malgré mes enfants. C'est-à-dire que Exact. si j'ai une réunion, à l'époque, mon petit était vraiment très petit et je l'allaitais. Si tu voulais avoir une réunion avec moi, ben, et je devais l'allaiter, ben, j'allais l'allaiter. Tu vois, j'allais pas m'excuser, me dire, ah, on se revoit dans une... Non, 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 pas du tout. Si j'avais des ateliers à donner et que ma grande arrivait en pyjama, elle arrivait en pyjama. Et j'ai jamais vendu autre chose que je suis entrepreneur et je suis maman. Exactement. Mais moi, c'est la même chose. Moi, pour la petite histoire, j'ai une grosse réunion avec un client il y a quelques jours de ça, mais une entreprise publique. Donc, tu vois, donc gros Mhm, truc. Et j'arrive avec mon bébé. J'arrive mhm. avec mon bébé et je m'excuse pas. Je leur dis juste, bah, mon bébé fera partie de la réunion parce que ben il y a personne pour le garder et que bah, il est avec moi. Mais il Et en, faut et en vrai, ça n'a continuer. dérangé personne. Et juste, à un moment, ben, la réunion, elle a duré un petit peu. Et je leur ai dit, est-ce que il y a des choses que j'ai besoin de savoir? Parce que là, comme vous le voyez, il est en train de s'impatienter. Donc, est-ce que moi, pour ce qui me concerne, il y a des choses que vous voulez rajouter ou est-ce que ça vous dérange que je quitte la réunion parce que ben, là, je vais aller lui donner à manger? Et en vrai, tout le monde, on m'a rajouté des petites informations et on m'a dit, mais on va te faire un Compte retour par rendu? mail Mhm. avec la suite de la réunion. Donc, t'inquiète pas. Et en vrai, je crois qu'il faut arrêter de s'excuser d'être maman. Je vais pas m'excuser parce que je suis maman. Tu vois? Il y a, pour le côté perso, il y a quelqu'un qui m'a invité à dîner au dernier moment et je lui ai dit, non, je t'explique, je suis maman et je suis maman solo. Donc tu ne peux pas te dire, ok, je vais inviter Tia à dîner un vendredi soir et puis je lui dis à 16h. No way, ça se passe pas comme ça, mec. C'est pas possible. Non. Avant, Donc, oui, plus maintenant. bah, plus maintenant. Mhm. Et alors, c'est vrai que le truc, c'est qu'on s'est connus avant. Oui, Mais mais après, ta réalité à toi a changé, c'est simplement. ça. Donc, le truc, c'est que aujourd'hui, je suis maman. Donc, ça s'organise. Et en fait, quand tu dis ça, ben, la réalité, c'est que ben, il m'a dit, OK, je note. Et la fois d'après, quand il m'a invité 2 semaines avant. Mais comme ça, ben oui, mais c'est bien parce faut aussi communiquer quelle est notre réalité. Qu'est-ce qui est possible pour nous, qu'est-ce qui est pas possible pour nous. Parce que pour Et je lui, crois, il a même pas percuté en fait. Il t'a bien invité comme il t'a sûr, invité mais bien avant. sûr, mais bien sûr. Et en fait, je crois que il faut.
Et ça, c'est ma vision, et peut-être que des femmes ne seront pas d'accord, mais je crois qu'il faut arrêter de penser que les enfants sont un fardeau. Mais Si tellement. la personne qui entre dans votre vie considère que c'est un fardeau, je crois que c'est pas la bonne personne. Mais que ce Je soit pense. professionnellement et personnellement, hein. Oui, oui, C'est les c'est deux, dans hein, les deux cas. vraiment. Ouais, Ouais, je pense que c'est pas le bon boulot et je pense que c'est pas la bonne personne. Vos enfants ne sont pas des fardeaux. Et moi, mon fils n'est pas un fardeau. Et moi, mon fils, je vais voyager avec lui. Déjà, on a déjà commencé, il a 9 mois. Là, il est en voyage sans moi. Je suis au bout de ma j'adore. vie. Ça, il revient bientôt. Mais je suis au bout de ma vie. Oui, Et mon fils, je vais voyager avec lui. On va faire des trucs trop chouettes. Mais c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. Et c'est hyper important de vous dire que les gens qui gravitent autour de vous doivent respecter le fait que vous soyez une maman. ouais. Et peut-être que vous n'êtes pas solo, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est avec vous. Mais en tout cas, doit, les gens doivent respecter cette casquette de Oui. maman. C'est hyper important. Enfin, la réalité d'être une maman et que Bien à sûr. 16 heures, si tu dois aller chercher tes enfants, à 16 heures, tu vas chercher tes enfants. Et non, il n'y aura pas de réunion à 17 heures. Bah Bien non, sûr. pas du tout. Mais c'est important, comme tu l'as dit, et je vais revenir là-dessus, de pas s'excuser d'être maman. De pas Ah ouais. Moi, je me suis jamais excusée que ma fille vienne pendant mes ateliers, mais jamais de la vie. Et en fait, c'est aussi le fait de la laisser venir, c'est montrer et dire aux autres mamans, autorisez-vous à venir avec vos enfants. Ouais. Parce qu'ils font partie du game, en fait. Mais bien sûr. Et je pense que c'est autant bien de montrer l'exemple, mais c'est aussi bien pour ta fille, parce qu'elle voit que ta maman, elle fait des trucs trop chouettes, en fait. Elle fait Ouais, des trucs tu trop sais chouettes. qu'elle m'a demandé de l'aider à vendre sa BD. L'enfant dessine super bien, elle s'est mise à dessiner. Elle m'a dit, maman, tu pourras m'aider à vendre ma BD parce qu'elle a compris qu'en Oh, ce mais moment, bien. j'accompagne des femmes Et tu à vois? vendre leurs livres. Et Ben ouais. ouais, Imagine si tu lui avais pas si tu l'avais pas autorisée à venir quand tu es dans tes réunions, tout ça, ben peut-être qu'elle saurait, oui, peut-être que maman, elle aide des femmes à faire des livres, mais sans avoir cette projection de comment ça se passe. Et là, elle te dit, elle a vu, donc elle mhm, sait que maman peut m'aider à vendre ma BD. c'est ça. Mais comment c'est trop fort! 9 ans, moi j'adore. Moi C'est j'adore. trop Parce bien. que, ouais, quand on dit tout est possible, ouais, si tu veux que je te la vende ta BD, on va faire ça bien. Il n'y a pas de Ben souci. ouais, tu vois, trop bien. Mais c'est Donc, parce que tu lui montres. ouais. Mais j'ai envie, enfin, pour moi, les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, peu importe, doivent avoir ce modèle d'une maman qui s'épanouit, comme tu dis, qui kiffe, et que le boulot, c'est pas juste une galère où tu vas de 9 heures à 17 heures en n'aimant pas tout ce que tu fais, mais ça rapporte de l'argent. On est pour moi les premiers modèles de nos enfants. Et ma fille, quand elle aura des enfants, je veux pas qu'elle s'excuse d'avoir des enfants, mais moi, on fait Ouais. pas malgré les enfants, on fait avec les enfants. On fait avec Ouais. et tu vois, moi, j'arrête pas de vivre. C'est-à-dire que, alors oui, bon, je vis en Martinique et que je sors beaucoup moins, mais si je dois aller dîner avec des copines, si je dois aller à un spectacle, des choses comme ça, ben, je me fais mon kiff. Tu Mhm. vois? Je me fais mon kiff. Si je peux faire garder mon fils, ben, je le fais garder et je continue d'avoir cette vie de femme parce que oui, c'est important d'avoir ma casquette de maman et qu'elle soit respectée, mais je ne suis pas que ça. On est Et, d'accord. et c'est important de le montrer aussi à nos enfants. Je Oui, suis maman, mais je ne suis pas que ça. oui. Mais oui, parce que combien de mamans se réveillent après s'être occupées que de leurs enfants? Les enfants partent à 18 ans et tout d'un coup, elles ne savent même plus ce Ouais. qu'elles aiment faire. Et c'est fou et c'est triste. Ouais. C'est triste. Donc, Ah ouais, je crois que c'est effectivement, c'est montrer que on sait pas nous montrer comment, qu'on les adore, qu'on les aime d'amour, bien mais sûr. qu'on aime de faire d'autres choses et qu'on s'épanouit à d'autres endroits, c'est hyper important. Ouais. On arrive sur la fin de l'interview, et c'est toujours les 3 questions que je pose aux invités. C'est quoi pour toi oser? Ça veut dire quoi? Oser, c'est avancer à son rythme, peu importe le rythme, mais c'est avancer. C'est avancer. On avance. C'est quoi pour toi briller? Briller, c'est oser. Briller, c'est oser. Et ouais, parce que si tu oses, tu te mets en lumière. Même si c'est une toute petite lumière, mais si tu oses, tu te mets en lumière. Donc, ouais, briller, c'est oser. J'adore. Et inspirer? Inspirer, c'est oser briller et le montrer. Ok, ne pas se cacher, quoi. Ouais. Ok. Alors, où on peut te retrouver, Tia? Je mettrai évidemment tout en barre de description, mais dis-nous. Bah, sur mes réseaux, donc j'ai ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar.
Si vous voulez des cours de yoga sur Tia Caribbean Yoga sur YouTube. Sur Insta, c'est pareil pour les deux. Donc Tia Brown Sugar pour tout ce qui est organisation, mindset. Tia Caribbean Yoga pour tout ce qui est yoga et lifestyle. Je vais y arriver. Si vous voulez parler voyage et voyage avec un petit bout de chou, c'est Take Off and Chill sur Instagram. Take Off and Chill. Et puis, je crois que c'est pas mal. Et puis, mon podcast, Ma Pause Café avec Tia. Sans oublier ton livre qui va sortir là Oui. prochainement, on n'oublie pas. Oui. Alors, je vais essayer de faire sortir l'épisode assez tôt pour que les gens puissent encore précommander, mais après, il pourra être commandé, je crois. Oui, normalement, Après, ben oui, oui. Ouais. après, Oui. il est commandé. Donc, je Ouais. crois que peu importe quand il sort, vous pourrez soit précommander, soit commander le Précommandé. livre. Merci infiniment, Tia, pour ton temps. Merci à toi. C'était trop C'était un chouette, comme d'habitude. véritable plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye. Merci. Bye bye.